Madame, Monsieur, bonsoir. 7 jours nous séparent de la date annoncée de la levée de l'état d'urgence sanitaire. En attendant le plan de déconfinement progressif qui devrait être présenté le 11 juin par le chef du gouvernement au Parlement, les regards se dirigent vers l'après-corona. La preuve, ce titre d'un article paru hier dans le quotidien français Le Monde. Je cite, « Le Maroc se rêve en hub industriel aux portes de l'Europe. Le Royaume entend profiter du redéploiement régional des chaînes de valeur à l'œuvre en raison de l'épidémie du Covid-19 ou de la Covid-19. Il dispose d'ores et déjà de plusieurs atouts. » Fin de citation. Quels sont ces atouts? Quelles futures intégrations du Maroc dans les chaînes de valeur mondiales et avec quelle valeur ajoutée pour notre économie marocaine? Réponse istirlalienne en compagnie du président de l'Alliance des économistes de ce parti, Abdelatif Mazouz. Ce sera en première partie d'émission. Et toujours dans l'industrie, tout particulièrement agroalimentaire. Contrairement à certaines idées reçues, la filière n'est pas vraiment en forme puisque la crise sanitaire a causé la fermeture de la moitié des circuits de distribution du secteur. Mise au point et proposition de relance du directeur de la Fédération nationale de l'agroalimentaire, Hamid Felloun. Ce sera en deuxième partie d'émission. Merci de rester avec nous. Et avant d'établir le contact avec Abdelatif Mazouz, les pistes de redéploiement des industries mondiales vers le Maroc, c'est un sujet signé Zid Massari. Le coronavirus va lourdement peser sur l'économie chinoise, mais les fermetures d'usines causées par l'épidémie vont d'abord toucher les pays asiatiques. L'impact sur les chaînes de valeur dépend en réalité de la facilité avec laquelle le client peut substituer un autre fournisseur au producteur chinois, ce qui représente une opportunité pour le Maroc dans un espace euro-méditerranéen, Afrique en particulier. De par son positionnement géographique, le Maroc pourrait profiter du rapatriement d'une partie des productions actuellement réalisées en Asie. Une opportunité d'ailleurs qui pourrait s'accompagner de flux d'IDE asiatiques désirant conserver leurs clients européens en s'implantant au Maroc. Les secteurs de l'automobile, des composants électroniques, du textile et de la production de masques de protection pourraient en profiter pour passer à la vitesse supérieure. Ce n'est pas la première fois qu'un événement sanitaire tel que la Covid-19 perturbe brutalement les chaînes de valeur. Les entreprises ont conscience de cette fragilité. Beaucoup d'entre elles ont développé une capacité d'adaptation. Si l'organisation des chaînes de valeur est une affaire de stratégie et de management des entreprises, la crise sanitaire montre qu'elle est également l'affaire des États qui doivent protéger la santé des citoyens et renforcer la résilience et la force de leur économie. Depuis Casablanca par Skype, Abdelatif Mazouz, président de l'Alliance des économistes istirlaliens, également ancien ministre du Commerce extérieur, mais aussi expert en stratégie de développement. Bonsoir Abdelatif Mazouz. Bonsoir. Beaucoup d'économistes défendent un redéploiement des chaînes de valeur. Quelles sont les projections réalistes, selon vous, de redéploiement de production de l'Asie vers justement le sud de la Méditerranée? Écoutez, d'abord, il faut rappeler que ce redéploiement est un désir de, de toutes les nations, de tous les pays qui sont dans le pourtour méditerranéen, en tout cas pour ce qui concerne le marché européen. Bon, que de l'autre côté, la Chine ne va pas se laisser faire, ça ne va pas être un cadeau offert à ces pays. Et c'est une question de compétitivité, d'intérêt, d'attractivité. Donc, surtout, avoir des atouts qui vont attirer ces investissements, ces usines, ces productions qui auraient besoin de se redéployer à la recherche de quoi? À la recherche d'une proximité du marché, à la recherche donc de plus en plus d'une réduction de l'empreinte carbone sur ces productions, et donc ça, parce que le mot d'ordre va être justement la dimension écologique des productions, et par rapport à tous ces éléments-là, le Maroc a des atouts, donc des éléments à mettre en avant pour attirer ces investissements qui montreront donc, ou qui sont déjà en train de chercher à se redéployer. Et je citerai parmi ces atouts. Oui, bien sûr.
J'aimerais citer parmi ces atouts un ensemble d'éléments et je commencerai par l'élément plus important pour l'investisseur qui est la stabilité et la force de l'État. Le Maroc l'a montré à plusieurs reprises et pendant cette crise, ça a été démontré avec une grande séduction, je dirais, au niveau international, anticipation, euh, rapidité de réaction et surtout maîtrise de la situation. Ce n'est pas la première fois que le Maroc fait montre de cette force de la puissance étatique, de son organisation. Alors, Deuxièmement, il y a une série d'atouts oui, bien importants. sûr. Notre proximité des marchés, nous sommes proches du marché européen, dans le marché africain, et nous sommes aussi proches du marché nord-américain. Une proximité géographique, certes, mais aussi une proximité par les infrastructures que le Maroc a mis en place, sur lesquelles nous avons investi depuis longtemps, et également par les accords de libre-échange et des accords stratégiques que nous avons avec ces régions du monde. Donc, cette proximité entre dans justement la réduction des coûts et dans la réduction de l'empreinte carbone. Le Maroc a également fait preuve d'une agilité durant cette crise-là. On a pu rapidement redéployer des industries existantes pour répondre à des besoins immédiats dans le domaine textile comme dans le domaine de l'aéronautique. Donc, et donc, ceci intéresse beaucoup les investisseurs. Et je citerai un dernier élément comme atout. Donc, notre politique industrielle, le Maroc a déjà des écosystèmes bien établis Oui. qui peuvent attirer les investisseurs, et notamment dans le domaine automobile, dans le domaine pharmaceutique, mais aussi dans le domaine de l'électronique et des énergies renouvelables. Et quand je dis énergie renouvelable, comme industrie, comme écosystème, et également comme élément d'attraction pour les autres industries. Vous avez évoqué, Abdelatif Mazouz, les accords de libre-échange que le Maroc, il y en a des dizaines que le Maroc a signés. Alors, selon vous, ce sont plutôt des atouts, plutôt des entraves, justement, à l'élargissement de cette production nationale, made in Morocco, finalement? Écoutez, moi, je l'ai toujours dit, dans nos accords de libre-échange, il ne faut pas les mettre tous dans le même panier. Hein. Donc, il y a des accords de libre-échange qui sont complémentaires avec le Maroc. Et donc, il faut juste veiller à ce qu'ils soient respectés dans leurs termes. Et donc, je citerai les accords notamment avec l'Union européenne. Donc, c'est un accord que le Maroc peut mettre à profit pour attirer des investisseurs. Même chose pour l'accord avec les États-Unis. Bien sûr, des accords avec des pays semblables aux nôtres, pour ne citer personne, qui sont concurrents à notre production, constituent effectivement un obstacle tel qu'ils sont appliqués. Parce que ces accords nécessitent une évaluation, et une évaluation de l'application des accords, de respect des règles de ces accords, pour que la concurrence qui est recherchée soit une concurrence loyale. Donc, c'est dans ce sens que je vous dis, les gens qui vont venir d'Asie, les investisseurs que vous avez cités dans votre introduction, les entreprises asiatiques qui peuvent être intéressées par le Maroc parce que c'est à côté et parce qu'il leur offre des points de compétitivité du fait que les produits originaires du Maroc ne payent pas de droits de douane. Et pour avoir justement plus de valeur, peut-être plus de valeur ajoutée nationale, après le Yes Weekend, comme vous l'avez si bien développé, tout ce qu'a fait le Maroc pendant cette crise de véritable miracle, peut-on rêver d'un Morocco First? Exactement. C'est dans ce rêve de redéploiement dans lequel on s'inscrit, il faut bien défendre notre pays, défendre notre souveraineté économique, c'est-à-dire préserver des productions qui sont importantes pour nous. Défendre également notre recherche, notre intégration dans la chaîne de valeur mondiale et dans la création de valeur. Donc, utiliser les compétences marocaines et créer de la valeur au Maroc. Parce qu'on est en train de quitter la pandémie virale qui est le Covid-19, mais on va rapidement affronter, et je dis bien, je mesure mes mots,
une nouvelle pandémie qui est une pandémie socio-économique qui s'appelle le chômage et la détérioration du pouvoir d'achat des citoyens, mais particulièrement de la classe moyenne. Donc tout le monde va essayer d'attirer ces investissements et tout le monde va essayer d'avoir le plus de valeur ajoutée pour plus d'emplois dans son pays. Et donc, plus on ira avec une proposition de valeur intéressante et plus rapidement, parce qu'il s'agit d'arriver en premier, d'arriver avec une proposition de valeur sérieuse, et nous l'avons, et d'arriver et de déployer un véritable marketing d'État, dans lequel l'État, à côté du secteur privé marocain, se mobilise pour aller rencontrer les vrais opérateurs, les décideurs, bien sûr. On a la dimension institutionnelle est facilitée par les accords que nous avons, mais il faut une action proactive, une action rapide, une action collective dans le cadre de cette solidarité que nous avons vécue durant les 3 derniers mois et continuer à travailler sous cette pression qui nous conduit aujourd'hui. Parce que le Maroc a montré qu'il est capable de très bien gérer la situation quand il est sous pression. Et dès qu'il y a un relâchement, on lâche un peu. Donc il faut garder la pression aujourd'hui sur le plan économique, comme on l'a eu pour la partie sanitaire. Alors, selon vous, justement, d'abord, quels sont les secteurs sur lesquels il faut miser? Vous avez cité déjà des atouts, des acquis, j'ai envie de dire, l'automobile, l'aéronautique, la technologie, les énergies renouvelables. Quels sont les secteurs sur lesquels les PME et TPE marocaines pourraient miser et s'embarquer dans ce processus, justement, pour attirer des investisseurs étrangers au Maroc, dans le cadre de ce redéploiement? Tous ces secteurs peuvent intéresser aussi bien les grandes, les moyennes que les petites et les très petites entreprises. Et c'est là où, comme vous l'avez cité, il faut que dans la mise en œuvre de ces écosystèmes en win-win partnership, un partenariat gagnant-gagnant, on construise le modèle économique sur une intégration de l'entreprise marocaine, notamment de la petite et moyenne entreprise, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine des énergies renouvelables, que ce soit dans des secteurs, je dirais, historiques du Maroc qu'il ne faut pas mettre de côté. Ils sont très importants et encore une fois, on vient de montrer qu'on est capable de rénover, de nous adapter. Je parle particulièrement du textile habillement dans son sens évolutif. On évolue un peu du textile classique vers un textile intelligent, un textile qui répond aux besoins de différentes catégories, mais également dans le secteur de l'agroalimentaire. Donc nous avons un plan vert qui a développé une offre. Il faut la compléter par de la transformation, par de la création de valeur. Et je vous donne un exemple qui va vous paraître surprenant. Il n'est pas normal que les fabricants de jus d'orange au Maroc importent de la pulpe d'orange de l'extérieur. Donc ça veut dire qu'il y a un manque un maillon de la chaîne. Nous avons une grande production d'agrumes et de l'autre côté, on va chercher de la pulpe de l'étranger. Donc c'est là où le rôle de l'État en tant que coach, en tant que pilote de la restructuration industrielle qui va nécessiter cette base est très important. Et justement, vous évoquez cela et vous me faites la transition finalement, Abdelatif Mazouz, pour mon second invité. Je vais certainement lui poser cette question par rapport à la chaîne de valeur d'abord nationale dans ces industries de l'agroalimentaire. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions, Abdelatif Mazouz. Merci à vous et bonne soirée. Merci à vous aussi. Voilà, passons sans plus attendre à la deuxième partie et pour parler d'agroalimentaire justement. Plus qu'une semaine avant la fin du confinement, l'heure donc est au bilan. Je vous laisse avec un état des lieux du secteur de l'agro-industrie plutôt, dans ce papier signé Zeynep Massari.
Malgré une conjoncture difficile et un confinement de près de 3 mois, le secteur de l'agroalimentaire a réussi à répondre largement à la demande, notamment en produits de première nécessité. Mais cette perception de bonne santé du secteur est justement due à la confusion entre industrie agroalimentaire et la disponibilité de ces produits de première nécessité qui ne représentent que 27% de toute la filière. L'industrie agroalimentaire serait touchée de plein fouet avec une baisse de 30% du chiffre d'affaires en avril 2020. C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude commanditée par la Fédération nationale de l'agroalimentaire. En effet, selon la FENAGRI, le repli de l'activité s'explique surtout par la baisse de la demande, la contrainte au niveau de la logistique en raison des restrictions de déplacement intervilles et la fermeture de 40 à 50% des circuits de distribution, sans compter des perturbations liées à l'approvisionnement de la chaîne de valeur. La filière de la chocolaterie plonge de 65%, idem pour celle des boissons, et de 60% pour la biscuiterie. Plusieurs entreprises du secteur ont été touchées, notamment celles qui dépendent de l'export. Sans plan de relance et de stimulation de la demande, les professionnels du secteur craignent une perte de 17,3 milliards de chiffre d'affaires. Et justement, nous allons parler de plan de relance, mais également de signes et de reprise de la consommation avec notre deuxième invité. Il s'agit du directeur de la Fédération nationale de l'agroalimentaire. Bonsoir, Hamid Felloun. Bonsoir, madame. Vous avez écouté le reportage qui vient de passer. Nous avons détaillé quelques-uns des segments qui ont été touchés par la crise liée à la Covid-19. Quels sont les autres segments de cette industrie qui ont souffert de la crise ? Effectivement, avant de répondre directement à votre question, rapidement, je voudrais souligner une chose très importante, c'est que notre secteur de l'agroalimentaire, durant cette pandémie, et il a pu, c'est-à-dire vraiment continuer à assurer l'approvisionnement régulier et suffisant du marché, d'ailleurs, comme il a été signalé dans votre reportage, notamment en matière et en produits de première nécessité, sans aucune répercussion sur le prix aux consommateurs. Et ça, c'est très important à souligner, parce que nos entreprises, ils ont été obligées de supporter tout ce qui est renchérissement des matières premières et de certains intrants qui entrent dans la fabrication de ces produits, et également des charges supplémentaires liées à tout ce qui est mesures de sécurité et sanitaire imposées par cette pandémie. Donc, ça, c'est un point qui est très important, c'est que nos entreprises, malgré ces coûts qui sont supplémentaires, n'ont pas répercuté ces coûts-là, ces surcoûts-là engendrés par la pandémie sur le prix de vente aux consommateurs, ce qui a bien sûr affecté leur marge déjà sérieusement touchée par la pandémie. Donc, comme vous l'avez évoqué dans votre question, le secteur, contrairement à ce qu'on essaie c'est-à-dire de véhiculer qu'il s'en sort, qu'il s'en sort bien, etc., malgré cette pandémie, il ne fait pas exception. Il ne fait pas exception. C'est un secteur parmi d'autres qui sont affectés. Bien évidemment, le taux d'impact, il est variable selon les filières. Donc, dans votre reportage, vous avez évoqué effectivement les filières biscuiterie, chocolaterie, confiserie, également boissons, également fromage. Donc, ce sont les principales filières touchées. D'ailleurs, durant le mois de mai, avril-mai, le chiffre d'affaires en moyenne il a baissé de 30%, sachant que ce chiffre d'affaires, d'ailleurs, il a été précisé dans le reportage, et il va de 50% à 70% pour les trois filières que je viens de mentionner. Très bien. Alors, vous avez évoqué cela, et donc un approvisionnement normal, n'est-ce pas, du marché. Quid des importations ? Les exportations également ont été... Je parle des importations, pardon. Je pense que vous m'avez mal entendu. Oui. Les importations Les importations, il y a deux types d'importations. Donc, la pandémie,
il a affecté un petit peu, il a perturbé un petit peu l'importation de tout ce qui est matière première depuis le confinement, surtout durant le mois de mai, avril-mai. Donc, ce qui a un peu affecté la continuité d'activité des entreprises. Les choses commencent à se stabiliser. Mais l'aspect importation des produits finis, effectivement, les importations des produits alimentaires, vraiment, déjà, le secteur, il peine, c'est-à-dire vraiment, il souffre certaines filières souffrent des produits alimentaires importés, déjà avant la pandémie. Avec la pandémie, les choses se sont aggravées davantage. Mais qu'est-ce qui fait justement qu'on ne peut pas aspirer à, je ne dirais pas une autosuffisance, mais en tout cas à produire plus? D'ailleurs, Abdelatif Mazouz, président de l'Alliance des économistes istirklaliens, en première partie d'émission, faisait référence à cette question de jus industriel dont la pulpe est importée, sachant que le Maroc est un grand producteur. Il exporte d'ailleurs beaucoup d'agrumes vers l'Europe. Pourquoi ? Le secteur de l'industrie agroalimentaire, c'est un secteur, le principal secteur régulateur du secteur agricole. C'est-à-dire que c'est l'aval du secteur agricole. Effectivement, malheureusement, jusqu'à maintenant, le taux d'intégration reste en deçà des aspirations. En raison de plusieurs facteurs, liés parfois à la qualité de la production nationale par rapport aux exigences de nos opérateurs industriels, parfois à certaines dispositions fiscales. Donc, effectivement, le taux d'intégration actuel ne dépasse pas, dans les meilleurs des cas, 15 à 20%. Et dans le cadre de la nouvelle stratégie Green Generation, surtout, on aspire à atteindre un taux d'intégration de 70%, ce qui est très important, parce que toute intégration, ça va permettre d'avoir des écosystèmes industriels intégrés, nationaux, et également gagner en compétitivité pour le produit national agroalimentaire. Alors justement, Hamid Felloun, vous avez parlé d'incentives fiscales, parmi les propositions de votre plan de relance de la filière, il y a cette question fiscale, et notamment pour relancer la demande et pour renforcer et redynamiser la demande, vous proposez de baisser la TVA à 10% sur le prix aux consommateurs. Effectivement, parce que actuellement, l'opérateur économique en général et agroalimentaire en particulier a besoin immédiatement d'une visibilité, de la visibilité afin de reprendre et de relancer ses activités, c'est-à-dire normalement. Et cette visibilité, bien évidemment, dépend en grande partie par ce déclic et par ce choc à créer au niveau de la demande. Et en tant que profession de secteur, nous avons proposé pour booster, pour créer ce déclic c'est-à-dire de la demande, de baisser la TVA et la TIC sur certains produits agroalimentaires, avec l'engagement des opérateurs à ce que cette baisse-là sera répercutée sur le prix de vente. Tout ça aux consommateurs. Tout ça pour améliorer et renforcer le pouvoir d'achat du citoyen. Mais déjà, je pense aussi qu'il n'y a pas que le prix qui intéresse finalement ce consommateur, c'est la qualité aussi. Comment justement rendre ce Made in Morocco plus attractif et plus compétitif que d'autres produits que le consommateur préfère aux produits marocains? Peut-être avant même de parler de taxes. Ça, je pense, c'est un effort à déployer par la profession et l'État en termes de communication, en termes vraiment de sensibilisation, et en termes de promotion de produits made in Morocco. Ça, c'est un aspect très important. Également, ça, c'est un aspect également parmi les propositions que nous avons, c'est-à-dire suggérées au niveau des mesures du plan de relance. Et donc, c'est la promotion, c'est la sensibilisation,
Et donc, la profession et l'administration concernée sont sollicitées pour faire un effort là-dessus pour promouvoir le produit made au Maroc. Et donc, Mais le prix allez-y. reste une composante très importante pour le consommateur. Le prix, parce que le prix, les problèmes maintenant du produit agroalimentaire national, c'est que il souffre sincèrement surtout de la compétitivité, la concurrence un petit peu déloyale de certains produits importés qui arrivent sur le marché national avec des prix qui défient toute concurrence. Et vous faites référence à quelle destination, plutôt à quelle provenance pour le coup de Oh, produits? bon, pas mal de produits de pays voisins. Pardon? Pas mal de produits importés de pays voisins. De pays voisins et qui Ouais. impactent négativement finalement la production locale. Bien sûr, Parce que le prix bien de sûr. revient n'est pas le même. Parce que le prix de vente, là, pas le prix de revient, mais le prix de vente au consommateur arrivé Maroc, il est inférieur à celui du produit national. Et cela, vraiment, c'est une situation anormale et c'est une situation de dumping claire, là, à ce niveau-là. Très bien. À ce Hamid niveau-là. Felloun, merci beaucoup. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Rabat. Vous êtes directeur de la Fédération nationale de l'agroalimentaire. Merci d'avoir répondu aux questions de Médien TV. C'est moi. Merci à tous de nous avoir suivis. Voilà, c'est la fin de Questions Éco. Merci d'interagir avec nous sur le hashtag Questions Éco ou sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, Instagram, Twitter ou encore LinkedIn. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, à 21h pour un nouvel épisode de Questions Éco. D'ici là, prenez bien soin de vous.